Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Évidente, mais longtemps méconnue, la diversité des individus ». Dans notre espèce, le fait que nous soyons différents les uns des autres par de multiples traits est une évidence. Même dans ce cas, on sait que nous avons plus de mal à distinguer les individus quand nous sommes dans un pays lointain que dans notre propre pays. Dans les espèces domestiques, on peut aussi distinguer de multiples races de chiens, de chats, de bovins ou de poules. Mais qu'en est-il pour les espèces sauvages ? En fait, l'intérêt des naturalistes pour cette diversité individuelle est relativement récent. Et je vais vous en donner deux explications complémentaires. Tout d'abord, si l'on observe des groupes d'animaux sauvages, des zèbres, des flamants roses, un banc de poissons, une colonie de fourmis, nous sommes impressionnés surtout par la grande similitude des individus. On peut en dire de même quand nous contemplons au printemps des jonquilles ou des jacinthes bleues dans les sous-bois. Les naturalistes ont donc surtout cherché à repérer ce qui était commun entre tous ces individus pour définir les espèces. La seconde explication pour ce manque d'intérêt est plus philosophique. En effet, dans la conception qui prévalait jusqu'au XIXe siècle, on voyait les espèces comme des entités immuables résultant de la création divine, et l'inventaire des espèces était donc une activité noble qui visait à reconstituer le plan du Créateur. C'est ce qu'exprimait l'ambitieuse devise du botaniste suédois Linné, que nous avons déjà rencontré. Dieu crée, Linné met en ordre. A l'inverse, Linné ne voyait dans la diversité des races animales ou des variétés végétales de simples variations secondaires créées par l'homme et donc sans grand intérêt. Il a fallu attendre le XIXe et surtout le XXe siècle pour mettre fin à cette situation grâce à une double révolution. La première a été l'émergence des théories de l'évolution qui, sans connaître le mécanisme précis, supposaient que les espèces pouvaient évoluer et surtout que le moteur de cette évolution, c'était justement la diversité au sein des espèces. Les noms du français Jean-Baptiste Lamarck ou de l'anglais Charles Darwin, que vous connaissez peut-être, sont associés à ce changement de point de vue dont il faut mesurer à quel point il était révolutionnaire. La seconde révolution se passe au milieu du XXe siècle, où sont apparues de nouvelles méthodes d'études utilisant la biologie moléculaire et permettant d'accéder à la diversité invisible au sein des espèces, aussi bien domestiques que sauvages. Et les résultats sont venus contredire tout ce que suggérait l'observation visuelle. La diversité au sein des espèces est importante dans toutes les espèces et surtout, souvent plus importante dans les espèces sauvages que dans les espèces domestiques. On peut citer l'exemple des lapins domestiques, dont la domestication est récente. Elle s'est faite en Europe il y a seulement quelques siècles, et pour lequel il est donc possible de comparer les souches domestiques et leurs homologues sauvages encore présents dans la nature. On constate effectivement que les individus sauvages présentent une diversité génétique beaucoup plus élevée. Avant de finir cet épisode, je vous propose de revenir sur cette impression que nous avons évoquée en introduction, que les humains sont plus différents les uns des autres que les autres animaux. En fait, on peut montrer que de nombreuses espèces, peut-être toutes, sont capables de reconnaître individuellement leurs congénères en se fondant sur des critères visuels, mais aussi sonores, des cris, des chants,
ou des critères d'odeur. Chez les mammifères, par exemple, des chercheurs américains ont montré que les dauphins reconnaissaient leurs amis grâce à leur sifflement caractéristique, mais aussi par l'odeur de leurs urines. Chez les chimpanzés, cette reconnaissance passe par la face, mais aussi par l'aspect de leurs fesses. Chez les éléphants d'Afrique, on sait qu'un éléphant peut appeler un congénère en émettant un son spécifique que ce dernier reconnaît, comme lorsque nous appelons une personne en prononçant son nom. Cette capacité de reconnaissance individuelle existe aussi chez les oiseaux. Ainsi, chez le gorfou sauteur, un manchot des îles Malouines dans l'Atlantique, les couples se reforment chaque année pour la reproduction, mais ils mènent entre-temps une vie séparée et peuvent se trouver dans les océans à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, ce qui ne les empêche pas de se reconnaître lorsqu'ils se retrouvent. Pour conclure, c'est sans doute parce que la génétique a joué un rôle majeur pour révéler cette diversité au sein des espèces que l'on parle souvent de diversité génétique pour désigner cette diversité. Mais, comme nous le verrons dans le prochain épisode, cette diversité des individus intègre bien d'autres aspects. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!